et bienvenue à Pacte Pote. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Je suis très content d'être là avec notre deuxième ligne de 2, c'est Charlie Bayer. Salut mon Charlie. Salut mon TK, ravi d'être là aussi parce que tu viens avec une chouette petite surprise aujourd'hui. Oui, exactement ça. Nous avons un super épisode aujourd'hui avec Mathieu Bastareaud. Franchement, c'est vraiment chouette de l'avoir eu comme invité. C'est vrai que c'est un joueur qui est plus contemporain, parce qu'on a eu la chance d'avoir des grandes gloires passées, mais là on a un joueur que moi devant lequel je me suis pas mal régalé quand même, que j'ai vu bader, parce que je me suis régalé parce que en tant que supporter du Stade Français, évidemment, il nous a apporté beaucoup. Après le Stade Français, il est parti à Toulon, il est parti aussi à Lyon, il a fait un petit aller-retour à New York, où il a joué chez toi, mon ticket. Ouais. En équipe de France, c'est un joueur qui compte quand même 54 sélections. Il a participé à 6 tournois à destination, une Coupe du Monde. Il a gagné un Grand Chelem en 2010 avec l'équipe de France. C'était un joueur qui a découvert l'équipe de France très très tôt et qui a vraiment été cadre pendant une décennie de cette équipe. En club, ça lui a fait du bien de quitter Paris, parce qu'en rejoignant Toulon, il a remporté pas moins de 3 Coupes d'Europe, dont en 2014, il a réussi à faire le fameux doublé que jusqu'alors Noves déclarait impossible, de faire il est champion à la fois de France et champion d'Europe avec Toulon. Cette année-là, c'est vraiment un joueur énorme, en plus très attachant. C'est un joueur qui s'est jamais échappé dans les interviews, qui a toujours parlé de façon très sincère. Donc c'est vraiment une superbe personne, un superbe nom que tu nous as amené là, mon ticket. J'ai hâte d'entendre l'interview. Et vous allez voir, c'est vraiment un homme très ouvert et très très disponible. Nous avons parlé de tout ça, ses débuts de carrière, son grand chelem et bien sûr son passage aux States. Donc voilà, on lance tout de suite l'interview, mais restez à la fin. Nous allons parler aussi un peu de notre 15 féminine et la victoire contre Pays de Galles et la possibilité d'un grand chelem pour les filles aussi. Mais avant, voilà notre entretien avec Mathieu Bastareaud. Pacte Pote, terrain 10. Aujourd'hui, j'ai un super invité qui va nous rejoindre ici sur Pacte Pote. Alors, c'est Mathieu Bastareaud. Salut Mathieu, comment tu vas? Salut tout le monde, salut, ça va très bien, très bien. Donc déjà, je pense que la question que tout le monde veut savoir, c'est vraiment comment tu vas physiquement. On sait que t'es en rééducation en ce moment. T'en es où en fait dans ce processus? Ça va bien, ça va mieux. Là, j'ai recommencé la course avec l'autorisation du chirurgien, donc la course est un peu plus intensive. Pareil on va dire sur le fitness, sur la musculation des jambes, là, je peux un peu commencer à charger, on va dire, parce que les tendons sont redevenus solides. Donc pour l'instant, le processus suit son cours. Alors, comme on le sait depuis le début, ça va être long. Donc, il faut que je sois patient, mais pour l'instant, les sensations sont bonnes, le moral est bon. Donc, voilà. Après, c'est vraiment au jour le jour. C'est vraiment au jour le jour. Il n'y a pas on va dire, de planification comme pour d'autres blessures, on va dire, beaucoup plus standard, où on dit à tel mois, il faut que tu fasses ci, à tel mois. Non, là, c'est vraiment semaine après semaine. Donc, t'as pas vraiment une date de retour ou ce genre de choses, c'est plutôt, tiens, on regarde pour l'année prochaine. Ouais, non, pas du tout, parce que déjà sur la première blessure, on avait essayé de planifier, et on s'est rendu compte que ça rajoute quand même de la pression, déjà, Oui. de se dire que l'équipe, ils m'attendent pour tel mois, donc ça rajoute de la pression. Enfin, à mon sens, on bâcle un peu des fois le travail qu'il y a à faire pour pouvoir être prêt. On se voile un peu la face, on se dit non, j'ai pas mal alors qu'on a mal. Et au final, ça fait une rééducation moyennement faite. Donc là, je suis plus tout jeune. Il me reste peut-être 1, 2, voire 3 années, je sais pas, mais peut-être même plus, je sais pas. Mais je vais les faire bien et prendre surtout du plaisir. Donc, je préfère prendre mon temps là. Ouais, c'est marrant parce que ce que j'entends, c'est que t'es plus à l'écoute de ton propre corps et tu laisses pas des autres personnes dire voilà la date où tu vas être parfaite. Tu dis bah non, en fait, je m'écoute moi, mon corps à moi pour dire où je suis et où j'y vais et quand je serai prêt quoi pour retourner. Ouais, parce que après c'est vrai que moi c'était quelque chose d'assez nouveau les blessures.
Tout au long de ma carrière, je me suis jamais blessé. Du coup, euh, on va dire, je vivais ça à travers mes coéquipiers. Et c'est vrai que quand je parlais avec eux, il y avait des choses que forcément je comprenais pas, certains dilemmes, on va dire, à savoir. Et là, moi, je le vis et je le vis aussi pour la deuxième fois. Donc, il y a des erreurs que j'ai pas envie de répéter. Hmm. Et une des erreurs, je pense, où beaucoup de sportifs peuvent faire, c'est euh, c'est de ne pas assez s'écouter. C'est de ne pas assez s'écouter dans le sens où il y a quand même beaucoup de personnes autour de nous, des fois trop. C'est bien, ils nous accompagnent, mais chacun a un avis et leur avis n'est peut-être pas forcément euh, bon pour le sportif. Parce que certes, bon, c'est du rugby, mais derrière, il y a tout un business. C'est la vérité, elle est comme ça. Donc, forcément, eux, ils ont un intérêt à te voir revenir sur le terrain, surtout si Ouais. tu es un joueur qui compte. Donc, eux, leur intérêt, c'est que tu reviennes le plus vite possible. Comment tu restes, comment tu gardes la tête saine pendant cette période parce que c'est une longue période de récupération. Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser aussi parce que il y a pas juste le côté physique, mais comment tu on va dire, gardes la tête. Bon, moi, je pense que le plus important, c'est les moments que je passe en famille, avec mon fils, avec ma femme. C'est les moments les plus importants parce que c'est vrai que moi, on va dire que dès que je suis au club pour la réathlétisation, moi, je suis concentré que sur ça. Et à partir du moment que je passe le portail du centre d'entraînement, je passe à autre chose. Je pense que c'est bien de couper. Alors oui, c'est très important de faire les efforts pour revenir, de faire attention et tout ça, mais c'est bien aussi de ne pas juste penser à 200% comment récupérer, même quand on n'est pas blessé, hein. Je pense qu'il y a des moments où il faut couper parce que sinon ça peut bouffer une personne. Ça peut bouffer une personne et je pense pas qu'on en tire le meilleur après. Ouais. Donc, Toi, tu avais dit que tu es jeune et en fait tu joues ce sport depuis très longtemps et ouais. c'est vrai que tu as 32, tu as encore des années en plus, mais tu as commencé super jeune, il me semble 5 ans. Et d'ailleurs, je souhaitais dire merci à Lionel Conander qu'on connaît sur ce podcast parce qu'on a interviewé par rapport à son Recycling Rugby et le Serge Betson Academy. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette partie de jeunesse, plutôt là, tu étais à Massy, il me semble, avec lui. Parle-moi un petit peu de cette période de ta vie, en fait. Alors, en fait, j'ai commencé, j'avais 5 ans et demi à Créteil, dans un club dans le 94. Donc, j'ai commencé à 5 ans et demi là-bas. J'ai passé 10 ans. J'ai fait de 5 à 15 ans. Et en fait, à 15 ans, je suis rentré en sport-études. Et en sport-études au lycée La Canale. Donc, c'est le pôle, à l'époque, c'était le pôle espoir. Et à ce moment-là, il fallait jouer dans la catégorie la plus haute. C'est-à-dire en cadet, c'était la Mercerie et Créteil n'était pas à ce niveau-là. Donc, j'ai fait le choix de rejoindre Massy. Et c'est là que j'ai connu d'ailleurs Lionel qui m'a entraîné 1 an en cadet. On a fait un quart de finale ensemble qu'on avait perdu contre Bègle Bordeaux. Mais Ouais, c'était ça. J'avais posé une question à Lionel. S'il avait une question pour toi, il dit oui, c'est pour sa première année. C'était quelle équipe ouais, qui vous a éliminé? Et c'était Bordeaux, finalement. ouais, c'était Bègle Bordeaux qui, je crois, qu'ils vont en finale, ils perdent en finale, quelque chose comme ça. Et donc, Massy, j'ai fait 3 ans. Mhm. 3 ans, alors c'est vrai que par rapport à Créteil, où j'ai passé 10 ans, c'est pas grand-chose, mais ça a été 3 ans qui, moi, m'ont beaucoup marqué parce que j'ai rencontré vraiment beaucoup d'amis et surtout, ça a été euh, avec le sport-études, le déclencheur, là où je me suis dit que je voulais en faire ma vie, devenir pro. Donc, ça a été un moment charnière de ma vie parce que c'était le moment où, c'était à ce moment-là que j'ai quitté la maison aussi.
Je suis parti de la maison à 15 ans pour être en sport-études en internat. Et le week-end, je jouais à Massy, donc je rentrais pas souvent chez moi, chez mes parents. Donc ça a été vraiment la coupure. Et après ces 3 ans, j'ai joué au Stade Français pendant 4 ans. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière professionnelle avant de rejoindre Toulon. Est-ce que tu savais à cette époque-là que tu allais faire ça de ça ta vie, en fait? Est-ce que tu savais que, tiens, j'ai ce qu'il faut, je suis, j'ai les compétences pour? Non, non, très honnêtement, non, parce que moi, surtout à l'époque, j'avais pas une très grande confiance en moi. J'étais quelqu'un qui doutait de tout, à chaque fois, je me posais la question, est-ce que j'ai le talent, est-ce que j'ai les épaules pour pouvoir y arriver? Donc, c'était un peu une lutte avec moi-même, de me dire, oui, tu peux y arriver, et de me mettre en mode focus pour réussir à le faire, parce que c'était même pas un objectif, c'était un rêve, en fait. C'était juste un rêve de gosse. Et après, forcément, quand on fait les premières, on va dire, rassemblements, les premiers rassemblements nationaux, tout ça, les sélections, la sélection Île-de-France, les championnats de France, forcément, ça commence à devenir un peu plus concret. En fait, je pense que c'est quand on a gagné le titre de champion de France avec la sélection Île-de-France, c'est là que je me suis dit, oui, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. J'avais fait un très bon tournoi. Après, j'avais été pris pour faire la tournée en Afrique du Sud avec les moins de 18. Donc, je me suis dit, bon, t'as un petit orteil dedans, autant y aller à fond. Ouais. Et il y avait un moment aussi, parce que maintenant on parle de Jaminet, qui était sélectionné quand il jouait Pro D2 chez USAP. Et en fait, avant lui, il y avait toi, parce que tu étais sélectionné quand tu étais encore à Massy, il me semble. Ouais. Ça a été la surprise du chef. Même pour moi. Je ne m'attendais pas du tout. Moi, j'étais à 1000 lieues de tout ça. Et malheureusement, j'ai pas pu l'honorer parce que je m'étais blessé le week-end d'avant, un match de phase finale avec Massy. Mais j'avais été appelé par à l'époque Bernard Laporte, que j'ai retrouvé après, pour faire une tournée juste avant la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande en 2007. Donc c'était une tournée particulière parce qu'il laissait ceux qui avaient plus de chances de faire la Coupe du Monde au repos, et il envoyait un peu une équipe expérimentale avec beaucoup de joueurs voire très peu, il y a peut-être 3-4 joueurs qui ont été sélectionnés pour la Coupe du Monde. Donc c'était bizarre. Ouais. Mais quand même, tu as un âge là où tu avais quoi, 18 ans et tu joues avec des hommes, quoi. J'imagine, tu es là, tu n'es même pas encore un Stade Français, mais déjà, quand tu joues à Massy, tu joues contre des hommes et qui a 32, 33, ton âge maintenant. Et je me disais, est-ce que ta maman avait peur pour toi? Parce que moi, en tant que joueur de foot américain, ma mère française, elle voulait pas regarder des matchs de foot am, en fait. Elle aimait pas parce que ça allait trop vite, c'était trop violent. Est-ce que pour toi, ta maman, elle avait peur pour toi ou... Non. Plus petit, oui. Quand j'ai commencé, oui, mes parents, ils avaient peur parce que ils connaissaient pas le rugby. En plus, nous, on est originaire de la Guadeloupe, donc le rugby, connaissait pas du tout. Ouais. Donc c'est le football et le vélo et l'athlétisme, bien sûr. Donc au début, mais en fait, quand ils ont vu la motivation que j'avais, et surtout le plaisir que je prenais, ils me faisaient confiance. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé en équipe première à Massy, c'est pas fait de soucis parce qu'elle connaissait aussi mon caractère. Elle savait que j'allais pas me laisser faire. Mais pour moi, en tout cas, cette année-là, elle m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a forgé quand même un mental. C'est-à-dire, ça m'a forgé un mental on va dire, d'homme. Parce que c'est vrai que moi, je débarquais des catégories jeunes où, avec mes qualités, mon physique, j'arrivais à prendre, on va dire, rapidement le dessus sur mes adversaires. Et arrivé en fédéral, où il y a plus de vices, avec des joueurs qui étaient déjà accomplis, où c'est simple, il y a pas la vidéo, donc traîner dans les rucks, tu peux en ressortir un peu chiffonné.
Ouais, c'était. Pour moi, j'ai passé une super année. Mais alors, malheureusement, alors, c'est vrai à ce moment-là, on avait des grosses ambitions avec Massy, parce qu'on avait un gros effectif. On voulait vraiment, on visait le titre. Et on se fait sortir en match de barrage. Donc, on était un peu déçus. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris avec les anciens joueurs qu'il pouvait y avoir. Il y avait Yvan Dury qui, lui, avait joué au Racing. Yann Dorbo qui m'a beaucoup aidé. Et ouais, pour moi, ça reste de très bons souvenirs. Donc, oui, je l'entends dans ta voix et peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a toujours un petit attachement à ce club de Massy parce que j'ai parlé avec Rémi Martin et Jonathan Best, ils sont allés vers la fin de leur carrière jouer une dernière saison avec leur ancienne équipe, en fait. Ouais, bah moi, il y a toujours un attachement. Encore la semaine dernière, je faisais la soirée de gala pour une vente aux enchères pour vendre des maillots et récolter des fonds pour l'association. Oui, il y a toujours un attachement. Après, revenir jouer là-bas, euh, forcément, je l'ai dans un coin de ma tête. Mais après, la réalité, elle est que maintenant, j'ai une vie de famille. On s'est établi et construit à Toulon. Donc, ma femme est de Toulon. Donc, pour moi, ce serait quand même compliqué de les faire bouger. Je comprends. En plus, il y a une jolie plage là-bas, il me semble. Ouais. Et même maintenant, quitte à choisir, je préfère maintenant la plage. Je peux comprendre. Donc, écoute, tu arrives d'un coup, tu es quand même assez jeune, dans 18 ans, il me semble, au Stade Français, c'est bien ça? Ouais, Et c'était 18, 19 l'année, ans. ouais, c'était l'année après qu'ils ont gagné le bouclier. Est-ce que tu peux un peu nous décrire cette équipe? Parce que quand même, il y avait beaucoup de noms très connus. Ah ouais, en fait, j'arrive dans un autre monde, quoi. J'arrive tout à fait dans un autre monde. Alors, en plus, j'arrive, donc c'était un peu particulier parce que c'était pendant la Coupe du Monde. Donc, les internationaux n'étaient pas encore arrivés. Ils sont arrivés un peu tous au compte-gouttes. Mais c'est vrai, la plupart des mecs, je les avais en poster dans ma chambre ou je les regardais à la télé il y a même pas 6 mois. Et là, je m'entraînais avec eux. Alors déjà, rien que m'entraîner avec eux, je trouvais ça fou. Alors de pouvoir jouer avec eux sur le terrain, c'était encore plus fou. Donc forcément, j'étais comme dans un rêve, quoi. J'étais comme dans un rêve. J'hallucinais de pouvoir côtoyer des très grands joueurs parce que c'était tous des très grands joueurs. Pour certains, ils faisaient partie des meilleurs joueurs au monde. Ils avaient gagné des titres. Ils sortaient d'avoir gagné un titre. Donc, on se sent tout petit dans une équipe comme ça, hein. Et comment tu fais alors pour te faire un peu plus grand, en fait, pour trouver ta place dans une équipe comme ça, Bah, en en étant fait, en avant 19 ans? ouais, bah, en fait, ce que je me suis dit, c'est que, en fait, bien sûr qu'il faut respecter les anciens, comme on dit, il faut les respecter. Mais bon, si tu veux jouer, va falloir un peu jouer des coudes. Et donc, aux entraînements, ben, je me donnais tout le temps à fond, quoi. Je suis un compétiteur. Donc, moi, j'étais pas juste là pour admirer les joueurs qui étaient à côté de moi. Je voulais participer. Donc, forcément, au début, c'était un peu frustrant parce que il y avait quand même une hiérarchie. Moi, j'arrivais de Massy, même si j'avais fait le match de pré-saison, même si ça s'était plutôt bien passé, rien ne me garantissait que je fasse le match de saison parce que il n'y avait pas les titulaires. Les titulaires étaient partis à la Coupe du Monde. Donc, quand ils sont revenus, moi, je m'attendais un peu à enchaîner après les matchs de pré-saison. Ouais. Donc, je vois que je m'en souviens, le premier match, c'était Clermont au Stade de France. Donc, je me dis, waouh, premier match de top 14 au Stade de France, ce serait énorme. Malheureusement, je le fais pas. Je suis 24e, donc un peu déçu. Et en fait, j'ai mon premier match de top 14, c'est contre le Stade Toulousain à Toulouse, une équipe que je supportais quand j'étais petit. Donc, c'était juste un rêve. Et en fait, déjà, on s'est fait balayer. Et moi, je me suis rendu compte de tout le travail qui me restait à faire. Tout le travail qui me restait à faire parce que
je me, avec le recul, je me dis, il y a 6 mois, j'étais en Fédéral 1. Là, je me retrouve sur une pelouse de top 14. Ça va vite. Ça va très vite. Et c'est là que je me suis dit, non, non, ouais, ça va vite, mais il y a encore du boulot à faire quand même. Ouais, mais c'est intéressant parce que ça va vite et aussi dans le sens de jeune homme qui d'un coup a un peu de sous dans ses poches, qui a la ville qui dort jamais. Mm. Et est-ce que, par exemple, est-ce que ça, c'était peut-être un côté difficile aussi? Est-ce que peut-être ça serait pas mieux de être pris par Cast ou Brive ou un truc où ça bouge un peu moins? Après, en fait, tout dépend comment tu gères la chose, de ton entourage aussi. Euh, En fait, tout dépend de ça. Tout dépend de ça. Moi, pour être vraiment très honnête, j'ai profité de chaque instant de ma jeunesse parisienne. Mais ça m'empêchait pas aussi de m'entraîner sérieusement. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on y a souvent le débat de dire que c'est pas compatible, qu'il faut faire un choix. Mais moi, j'avais décidé, enfin, en tout cas quand j'étais jeune, de pas faire de choix parce que je trouvais que les moments avec mes amis, avec mes potes, c'était aussi important. Pour moi, ça me donnait un équilibre en fait, parce Mhm. que de jouer au Stade Français, qui est un des plus grands clubs en France, en plus le Stade Français de l'époque Mazoisini où c'était un peu bling bling. Euh, le fait de continuer à côtoyer et à faire profiter mes amis d'enfance avec qui j'avais grandi en banlieue, ça me remettait aussi les pieds sur terre. Voilà. Ouais, Alors, ok. bien sûr, j'ai fait des erreurs de jeunesse, tout ça, mais je pense que ça aussi, c'est ce qui a fait que je suis l'homme d'aujourd'hui, hein. Ouais, parfait. Parfait. Tu parlais du travail qu'il fallait faire pour être sur le terrain. Et en fait, ça, c'est une question pour moi parce que je connais pas super bien qu'est-ce que c'est un centre, en fait. J'avais fait un interview avec DJ Plana qui disait, bah, en fait, il fallait être régulier et c'est un poste qui est très défensif. Est-ce que toi, tu as un peu la même vision ou est-ce que tu le vois que plutôt en position d'attaque? Maintenant, il y a une très grosse évolution de ce poste. Alors, moi, je sais, quand j'ai commencé, et c'est ce qui a fait, je pense, qui a accéléré le fait que je joue, c'est qu'ils voulaient des joueurs assez physiques. Ils voulaient des joueurs assez physiques au centre du terrain pour gagner la ligne d'avantage et surtout bien défendre. Parce que si au centre ça défend pas bien, généralement les mecs tu les retrouves derrière les poteaux. Donc moi on va dire j'ai bénéficié de ça. Mhm. Et mais maintenant le poste de centre ça demande vraiment d'être vraiment complet. Je pense là actuellement le joueur que je vois le plus représentatif du rugby d'aujourd'hui au centre, c'est Gaël Ficou. Ouais. Gaël, il sait tout faire. Il défend bien, il attaque bien, il est intelligent, balle en main, dans ses déplacements, dans son jeu au pied. Il sait vraiment tout faire. Et c'est un stratège. C'est un stratège. Euh, les Néo-Zélandais, ils appellent ça un 5/8e, comme a pu être Carter au tout début de sa carrière. Un peu 12 qui organise pour décharger le 10. Maintenant, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Mais moi, quand j'ai commencé, c'était différent. Et par rapport à ça, genre le 12, est-ce qu'il y a une différence entre un 12 et un 13? Est-ce il y a des rôles différents? Bah, après, ça, tout dépend du système on va dire, de l'équipe. Il y a une période, les 12 c'était plus des porteurs de ballon. C'est-à-dire que c'était généralement ceux à qui on demandait de franchir le premier rideau sur une première action. Généralement sur une 9-12 ou une 10-12 très rapide pour prendre la ligne d'avantage et après dérouler. Et généralement, on demandait au 13 de remettre de la vitesse après ça. Maintenant, le 12, il est un peu organisateur, décharger un peu la pression du 10, parce que le 10 a énormément de pression entre le jeu au pied, bien animer le jeu. On demande au 12 de réguler tout ça. Mais le 13, généralement, a toujours gardé le même rôle, on va dire de dynamiteur, de surtout défendre intelligemment, parce que c'est pareil, il faut qu'il soit connecté avec son 12, son ailier, c'est vraiment différent.
Et moi, quand j'ai commencé le rugby, j'étais surpris parce que je pouvais courir avec le ballon. Et j'étais hyper content parce qu'en foot américain, je jouais première ligne. Pour toi, c'était quoi on va dire l'aspect préféré? Tu es très connu pour tes grattages, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu peux faire dans un match? Est-ce que c'est gratter? Est-ce que c'est protéger? Est-ce que c'est courir avec le ballon? Est-ce que c'est plaquer? C'est quoi ton kiff à toi dans le jeu? Oh, moi, je pense ah, moi, j'ai toujours adoré la défense. Un plaquage offensif. Par exemple, quand on est dans une période un peu difficile pour l'équipe, où on subit, ou pareil que le grattage, où on subit, et un plaquage qui remobilise un peu tout le monde, ou même un grattage qui peut un peu, voilà, renverser la vapeur. J'ai toujours adoré ça, moi. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est vrai que d'un coup, ça tourne immédiatement surtout un grattage, parce que d'un coup, c'est vous qui récupérez le ballon, ça tourne tout de Ouais. suite le jeu. Donc, bien sûr, t'as fait 54 sélections en équipe de France, et notamment, j'aimerais bien parler de 2010, parce que là, on sort d'un grand chelem. Et là, dans Ouais. le premier match de ce 2010, en fait, toi, t'arrives et t'as un doublé contre l'Écosse. Est-ce que c'est là, à ce moment-là, que l'équipe a pensé, tiens, c'est faisable ce grand chelem, ou est-ce que, en fait, c'était déjà dans vos têtes, vous avez déjà dit non, Non, on va non, l'avoir. non, ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Ça s'est fait au fur et à mesure. Alors, forcément, quand on est l'équipe de France, à chaque fois qu'on débute le tournoi, on le fait pour gagner. Mais là, non, on l'avait pas en tête. Je pense qu'on a vraiment eu en tête quand on a battu le Pays de Galles au Pays de Galles. Mhm. Parce que c'était un peu le match charnière, parce qu'on fait le premier match en Écosse, qu'on gagne. Après, on a fait un très beau match contre l'Irlande du Stade de France. Et en fait, il nous restait 3 matchs. Il nous restait ce match au Pays de Galles. Et après, sans manquer de respect, on savait que si on battait les Gallois, il y avait l'Italie, qui était bon, réputée moins forte que nous. Et pour finir, une finale peut-être contre les Anglais. Donc, on savait que si on battait les Gallois, il nous restait, allez, vraiment sans leur manquer de respect, un gros match contre les Anglais et assuré contre les Italiens. Donc, je pense que c'est vraiment ce match contre les Gallois qui a fait qu'on s'est dit, il y a quelque chose à aller chercher. Et là, pour cette équipe que nous avons en ce moment, est-ce que tu vois des similarités entre ton grand slam à toi et le grand slam d'aujourd'hui? Non, 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 je pense que c'est une équipe totalement différente. C'est un rugby qui est totalement différent d'avant. Euh, nous, même si c'était quasiment à la même période, c'est-à-dire un an avant la Coupe du Monde, euh, c'était différent parce que nous, il y a eu quand même pas mal de changements dans l'équipe durant le tournoi, parce qu'il y a eu pas mal de blessures, ces choses-là. Et, euh, et c'était pas. Je veux dire, maintenant, je trouve que l'équipe de France a beaucoup plus de stabilité. Mhm. C'est-à-dire qu'ils ont un groupe maintenant ils ont la chance d'avoir un groupe élargi de 42 joueurs. Et relativement, c'est toujours les mêmes qui sont appelés. C'est toujours les mêmes qui sont appelés, à part grosses méformes ou blessures, ou maintenant, malheureusement, Covid, maladie. Oui, c'est ça. C'est toujours les mêmes qui sont appelés. Nous, à l'époque, ça tournait moins en 2010, plus après, mais ça tournait un peu plus. Donc, tu n'avais jamais l'assurance d'être là à la prochaine convocation. Après, c'était, je pense, différent dans le sens où, comme nous, c'était bien sûr qu'on voulait gagner, mais c'était pas un objectif comme pouvait l'être ce grand chelem d'aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. On avait l'impression quand il démarrait la saison, c'était ce qu'on attendait gagner, oui, mais pas Ouais. juste gagner, c'est grand Oui, chelem, quoi. parce que en fait, si je me souviens bien, on avait fait en 2008, c'était juste après la Coupe du Monde où ils ont expérimenté pas mal de joueurs et pas mal de. C'était un peu un roulement pour voir. En 2009, c'était à peu près pareil. Et 2010, ouais, on va dire, ça nous est tombé dessus, quoi. Ça nous est tombé dessus. Tout s'est bien passé. On a eu la chance aussi d'avoir les 3 matchs à domicile parce que ça joue. Tandis que je pense que cette équipe-là, en 2022, elle est beaucoup plus programmée à quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont programmés. Ça va Mhm. faire maintenant, depuis la prise de fonction de Fabien Galtier, qu'on voit qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se construit. Ils ont vraiment un plan de route qui est assez précis.
Donc, Parle-moi un peu de lui parce que tu l'as connu, c'était ton premier coach, il me semble, quand tu es arrivé à ouais, Stade au Stade Français. français, ouais. Ouais, c'était mon premier coach au Stade français. C'est le premier coach qui m'a fait confiance tout simplement au plus haut niveau, en top 14. Sachant qu'à l'époque, quand je suis arrivé, comme je dis, il y avait beaucoup de concurrence. J'étais en concurrence avec des joueurs assez exceptionnels comme Brian Liebenberg, Mirko Bergamasco, Geoffroy Messina, Stéphane Glas qui jouait encore à l'époque, David Skrela qui pouvait jouer aussi au centre, Guillaume Boussès. Tous ces joueurs-là, il y avait déjà une sélection en équipe nationale. Donc moi, c'était un gros défi et comme on dit, je me suis envoyé à l'entraînement, il m'a donné ma chance et après il m'a fait confiance. Donc ouais, c'était une chouette expérience. Ouais. Et là, quand même, tu as travaillé avec des grands coachs parce que tu avais Bernard Laporte aussi en tant que, à Toulon. Tu avais aussi, il me semble, avec l'équipe de France. Tu avais aussi, là, c'était Marc Lièvremont. C'est difficile, je sais que c'est difficile à dire l'impact d'un coach sur l'équipe, sur un grand slam ou un bouclier de Brenu, c'est quelque chose comme ça. Mais c'est quoi? C'est 10%, c'est 20%, c'est 50%? C'est quoi l'impact, en fait, d'un coach? Je dirais, quand même l'impact d'un coach, c'est pour moi 40%. Ah 40% ouais. parce que là, il y a quand même 40% parce que moi, je vais prendre l'exemple de Bernard à Toulon. Je suis pas sûr que n'importe quel coach aurait pu réussir ce qu'il a réussi à faire. C'est-à-dire qu'à Toulon, quand même, il y avait les plus grandes stars du rugby mondial, quoi. Oui. Bakis Bottas, Gene Wilkinson, Matt Guito, Brian Abana, et j'en passe encore des joueurs comme ça. Karl Lehmann. Et forcément, qui dit grand joueur, dit gros égaux. Donc, il faut faire cohabiter tout le monde. Il faut expliquer pourquoi Andrew Mitchell ne joue pas et c'est Brian Abana qui joue, ou pourquoi c'est Dylan Armitage et Pali Afpeni. C'est pas simple. C'est pas simple à gérer. Et Bernard, il a réussi à gérer, elle a réussi à gérer ça. On a réussi à faire on a gagné un Brennus, on a gagné 3 Coupes d'Europe, on a fait je sais plus combien de finales pendant qu'il a été là. Je pense que c'est pas que le talent des joueurs, bien sûr. Et je pense que les joueurs, c'est pour ça qu'on est dans les 60%, parce que c'est nous qui nous entraînons, c'est nous qui allons sur le terrain. Mais il a réussi à créer voilà, une alchimie entre nous qui ont fait que on a réussi, parce que il y avait des Anglais, des Français, des Sud-Africains, des Australiens, des Fidjiens, des Néo-Zélandais, avec différentes cultures, différentes approches du rugby, mais il fallait jouer ensemble. Et tout ça s'est fait dans le respect. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a une émission en ce moment qui s'appelle Winning Time, c'est sur le début des Lakers avec Magic. Tu es en train de regarder? Ouais, je regarde. Ouais. Ah, il est super J'adore. ce truc-là. Et je trouve que cette jeu de coach, en fait, c'est hyper difficile. Il y a un côté tactique qu'il faut avoir, mais il y a aussi un côté, je me laisse sur le deuxième plan, mais aussi je dois avoir la force de caractère de faire face à des personnalités, comme tu dis, à des égos. Et au fil, il faut montrer que je suis avec eux et pas contre. Et c'est super intéressant. Et j'adore cette émission. Ouais. De toute façon, maintenant, pour coacher, l'aspect psychologique est très, très, très important. Parce que Ouais, ouais. chaque joueur est différent et c'est fini maintenant tu ne peux pas traiter tous les joueurs de la même manière. Même si tu peux essayer, mais maintenant, chaque joueur est différent. Chaque joueur a sa personnalité et tu dois composer avec. Mm, mm. Donc là, on a parlé de Toulon parce que c'était, il me semble, 2011. Tu avais un peu de besoin de changement. C'était une période un peu difficile pour toi en passant des événements de Nouvelle-Zélande. Le Stade français, ça va mal ici à cette époque-là. Toulon, pour toi, c'était un choix stratégique ou c'était juste je veux sortir de Paris? Euh, non, ouais, c'était un moment, fallait que je parte, tout simplement. Hein. Fallait que je change d'air, que je vois autre chose rugbystiquement et surtout pour ma vie d'homme, quoi. Parce que
on en revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que Paris, c'est super, mais il faut savoir bien le maîtriser. Et, et moi, je commençais à basculer où le rugby, vu que vivais une situation compliquée rugbystiquement, j'essayais on va dire, en fait, je voulais trouver une échappatoire pour pouvoir respirer, redevenir heureux. Et là, je perdais de vue l'objectif que je m'étais fixé, c'était de performer en tant que joueur de rugby. Et à partir de ce moment-là, un jour, je me suis posé, je dis, là, c'est pas du tout comment dire, ce que tu souhaitais, ce que tu avais rêvé. Et Ouais. c'est qu'est-ce que tu fais? Tu restes ici, tu deviens un joueur moyen et tout le monde t'oubliera et tu resteras encore, comme un des plus grands espoirs du rugby français qui malheureusement n'a pas réussi à franchir la marche, ou tu décides de partir, de te mettre en danger et là de relever un défi qui est peut-être même plus gros que le Stade français. Et c'est intéressant parce que tu as dit, bah, c'était une équipe complètement blindée, avec des pros, vraiment des Wilkinson, des Bata, comme les noms que tu avais dit. J'imagine pour toi, c'était important aussi parce que tu avais quoi, 23, 24 ans, tu es encore un jeune homme, mais tu es assez, on va dire, mûr pour dire, bah là, il faut que je mûrisse plus, il faut que je parte de où je suis. J'imagine ça t'a aidé d'avoir tous ces piliers autour de toi qui sont professionnels dans leur métier de rugbyman. Oui, forcément, forcément. Et ouais, de pouvoir discuter avec eux, et surtout de leur approche du rugby. Leur approche du rugby. On avait un Johnny qui était, lui, vraiment 100% rugby, 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 rugby. Matin, midi, soir, c'était rugby. Et on avait un Matt Guito qui, lui, c'était juste quand il était au centre d'entraînement. En dehors, il était tranquille. Donc moi, je me cherchais, en fait. Je Ouais. me cherchais. J'étais plus le petit garçon qui essayait de. Fallait plus que je sois en fait le petit garçon. Il fallait que je tue le petit garçon qui voulait être comme un tel, être comme un tel. Et il fallait que moi je me crée ma propre identité. Et c'est en côtoyant ces différents joueurs, en fait j'ai pris un peu, j'ai pioché un peu de chacun, quoi. Ouais. En parlant de tous ces stars, si on mettait tous dans un minivan, c'est qui allait conduire en fait le minivan? Qui va prendre les clés? Euh, Chris Mazoé. Ah ouais, ok. Ouais, Chris c'était un vrai leader. Voilà, c'était quand il y avait, voilà, même des fois, parce que même si c'est vrai que euh, de l'extérieur, tout le monde peut penser que tout était rose, tout était magique, mais on a eu des moments aussi un peu compliqués quand on perd à la maison contre Grenoble, ces choses-là où on a eu des petites crises aussi entre nous, parce que forcément quand on était Toulon avec tous les joueurs qu'on avait, les gens s'attendaient à ce qu'on gagne tous les week-ends. Donc Oui. forcément quand il y avait des petits accros, il fallait se remettre en question. Et Chris, ça a toujours été le joueur, voilà. Il se mettait devant tout le monde et il dit, voilà, maintenant, les gars, c'était toujours le premier si on devait aller à la guerre, il était devant. Donc, si je dirais un mec euh, qui prenait les clés, c'était Chris. D'accord. Et qui va être derrière en train de faire des blagues? Je dirais Drew Mitchell. Drew Mitchell. Ouais, Drew, c'était celui qui serait, qui animerait bien le petit voyage, ouais, c'est Ben, sûr. je les suis, je suis le LA Guiltinis sur Instagram et franchement c'est à mourir de rire. Ils sont dans leur petit budgie smugglers en train de faire Ouais, du ouais, ouais. skateboard à LA et tout ça, lui et Magito, et je trouve ça quand même assez chouette. Bah écoute, peut-être ça nous ramène parfaitement à ce moment des États-Unis, parce que New Ouais. York, baby. Donc tu avais fait le choix d'aller aux States. Pour toi, donc c'était des American Experience. Qu'est-ce que tu cherchais en fait en allant aux States? En fait, moi, je voulais vraiment, vraiment couper, en fait, on va dire, du rugby européen, de toute, on va dire,
la pression, il y en aura toujours. Mais ça faisait depuis que j'étais à Toulon où j'enchaînais pas mal, que ce soit en club ou en sélection. Et je voulais un peu souffler. Voilà, je voulais un peu souffler, peut-être connaître quelque chose de moins intense et prendre plus de temps pour moi. Enfin, on va dire peut-être pas une année sabbatique, c'est beaucoup trop fort pour dire ça, mais prendre un peu de recul pour pouvoir après revenir et voilà, être un peu plus frais mentalement. Voilà, je commençais à être mentalement à fatiguer et je trouvais que cette opportunité d'aller à New York, euh, mentalement, ça allait peut-être me rafraîchir. Mais après, très honnêtement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que entre-temps, je pense que ça a été on va dire le coup dur, c'est le fait que je ne sois pas pris pour la Coupe du Monde. Et ça, je pense que dans ma tête, ça a un peu tout, pas tout remis en question, mais ça m'a vraiment chamboulé. Ça m'a vraiment chamboulé parce que comment ça s'est fait, de la manière dont ça s'est fait, j'ai mis du temps, beaucoup de temps à le digérer. J'ai mis beaucoup de temps. Maintenant, c'est passé, mais j'ai bien mis 2 ans avant de le digérer. Et malheureusement, pendant ce temps où je devais digérer, je suis allé à New York. Et en fait, je suis arrivé à New York pas au mieux mentalement et forcément pas au mieux physiquement. Ouais. Donc du coup, comme forcément ça avait été retentissant, ça avait fait du bruit, le fait que j'allais à New York, j'étais très attendu. Donc attendu forcément par les adversaires et surtout attendu par mes coéquipiers. Donc je suis arrivé, j'étais pas en forme, mentalement j'étais pas au top de ma forme. Je suis venu dans un premier temps tout seul. Ma femme et mon fils qui venaient de naître étaient restés en France. Donc ça n'a pas été simple. Je connaissais personne. Ouais. Je connaissais personne. Donc pas forcément la confiance pour me confier en fait, pour dire un peu voilà, bon là ça va pas. Donc c'était pas simple. C'était une période pas simple et en plus il y avait Covid juste après, ouais, quoi. Ouais, en plus il y a eu le Covid et voilà, encore très honnêtement, en tout cas pour moi personnellement, heureusement qu'il y a eu le Covid. Heureusement qu'il y a eu le Covid parce que je suis rentré forcément parce que le championnat a été arrêté, mais je vivais mal la situation parce que je sentais que j'étais pas à 100% de mes capacités, de ce que je pouvais ou ce que je devais donner à mes coéquipiers. Donc, je sentais beaucoup de déception autour de moi et ça me faisait mal, en fait. Ça me faisait mal parce que j'avais énormément d'envie, en fait. J'étais très excité par ce challenge. Oui. Et le fait de pas être à 100% mentalement et physiquement, j'ai pris ça. Enfin, moi, je m'en suis voulu, j'ai culpabilisé. Je me suis dit, mais voilà, c'est comme si je leur manquais de respect, quoi. Ouais. Et après ça empire des choses, j'imagine. Oui, pour moi, oui. Pour moi, parce que moi, ma plus grande, on va dire, crainte, peur, en tant que joueur de rugby, ça a toujours été de décevoir. J'aime pas décevoir, en fait. Voilà, j'aime pas décevoir mes entraîneurs, ma famille, mes coéquipiers. Donc, je me fixe toujours des objectifs très hauts pour pouvoir être à la hauteur. Et là, de sentir pour une des premières fois de ma vie où j'étais pas à la hauteur, en plus, dans une compétition, la MLR, qui était réputée, qui est plus bas que ce que j'avais joué avant, je dirais pas que c'était honteux, mais ça m'a fait mal. Donc après, forcément, après ça, toutes les critiques qu'il peut y avoir,
bah, tu les encaisses, mais ça m'a servi aussi pour rebondir quand je suis revenu en France. C'est intéressant, je t'écoute et j'entends quelqu'un qui est... T'es à la fois dur avec toi-même, je trouve, parce que tu mis des objectifs super hauts et après, et je sais pas, parce que aussi le regard des autres et que les gens, si je dis ça correctement, dépendent sur toi, I don't know, depend on you. Et tu mis la barre super haut et en même temps, tu t'écoutes très bien, je trouve, parce que chaque fois que tu étais dans une position où tu étais mal, tu avais la présence d'esprit pour te dire, bah tiens, faut que je m'éclipse de cette situation parce que sinon ça va s'empirer. Donc en fait, à la fois, tu mis la barre super haut, mais en même temps, tu t'écoutes aussi pour revenir un peu sur cette idée de s'écouter. Bon, en fait, toute ma carrière et même en jeune, on a toujours, je sais pas la pression, mais on a toujours eu, on a toujours attendu beaucoup de moi. Mmh. Et comme je disais, j'aime pas décevoir, donc moi je me suis toujours mis une pression et la barre très haute pour entre guillemets satisfaire un peu tout le monde. Enfin, et en fait avec le recul, forcément avec l'expérience, l'âge, tout ça, je me suis rendu compte que en fait le plus important c'est mon bien-être à moi. Oui. Et justement, pour atteindre ces objectifs-là, il faut que moi je sois bien. Et c'est pas, comment dire, c'est pas en essayant de faire plaisir aux autres que ça se passera bien. C'est d'abord être bien dans sa tête, puis dans son corps, et après le reste, ça suivra. Mais c'est bien. Des fois, on perd cet objectif-là parce que ça va très très vite dans le rugby pro. Et moi, j'essaye et maintenant j'arrive à des fois à me dire stop, fais 2 pas en arrière, regarde un peu autour de toi et après agis en conséquence. C'est intéressant parce que personnellement, je suis un peu je suis un chemin comme tout le monde pour mieux me connaître et tout ça. Et ce que tu dis là, ça me fait vraiment écho chez moi. Un jour, je t'inviterai sur mon autre podcast sur le faire de poids et on va dire parce que je me suis rendu compte que c'était pas le poids, il fallait que je sois bien mentalement, en fait. Et c'est ça, ce chemin, ça m'aide à comprendre ça. Donc, comme je disais, ouais, tu fais vraiment écho chez moi. Écoute, je ferme rapidement ce chapitre des États-Unis parce que j'entends que oui, ok, j'entends le mot échec et tu sors de là pas content avec ton prestation à toi, mais est-ce que c'est quelque chose un jour que tu aurais envie de refaire, par exemple? Est-ce que tu dis, tiens, peut-être un autre moment, est-ce que tu as envie de retourner aux States? Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Oui, forcément, ça donne envie parce que c'est forcément quand tu sors ça reste quand même une petite frustration avec un sentiment d'inachevé. Parce que en plus, il y a eu le Covid. Alors, ça s'est arrêté, on va dire, au bon moment pour moi parce que j'étais pas bien à ce moment-là. Après, ça se trouve, j'aurais pu redresser la barre et on aurait pu j'aurais pu finir la saison dans de meilleures conditions. À l'heure actuelle, je sais pas. Je laisse la porte ouverte, pourquoi pas. Mais ce serait pas, comment dire, ce serait pas impossible. D'accord. Quand même, ils ont l'air de bien s'amuser à LA, Giltinis. Et si je peux conseiller aussi San Diego, c'est une très jolie ville. Ma maman, elle habitait à San Diego. Ouais. Franchement, c'est trop joli. J'ai pu discuter avec ma nono qui m'a dit que Ouais. San Diego, c'était pas mal. Il se plaît beaucoup là-bas. Et Matt aussi, Matt Guito, comme tout le monde, on voit sur ces différents postes qui profite bien de LA, les matchs des Lakers et compagnie, il est plutôt pas mal. Ouais. The Hollywood. Est-ce que tu as pu manger du good Tex-Mex en Texas, du barbecue et tout ça? Non, malheureusement non, parce qu'on n'a pas beaucoup. On a fait quelques voyages, mais on restait pas beaucoup sur place. Et surtout à ces périodes-là, c'était pas très bon pour moi de goûter quoi que ce soit, quoi.
Chaque fois que j'ai vais visiter ma famille, je reviens avec 5 kilos de plus. Voilà, déjà que j'étais arrivé déjà avec un excédent de bagages, il fallait que là, je fasse attention. Que des salades, que des salades. Et Voilà. peut-être, pourquoi pas Japon, parce que je pense que tu es fan de manga, il me semble. Ouais, je suis un très gros fan de manga. Et c'est vrai que le Japon, ça a été à un moment, la question s'était posée de faire peut-être une pige là-bas. Puis après, ça a été moins évident parce que ils avaient changé certaines règles, notamment au niveau des étrangers. Et du coup, ça s'était pas fait. Mais ouais, ça aussi, ça reste aussi une possibilité, surtout que c'est un pays une culture que j'adore, mais que malheureusement, j'ai pas jamais pu visiter. Donc pourquoi pas aussi. Après, on verra si, si on va dire, si je redeviens apte à jouer au rugby, j'ai des possibilités, des opportunités, et on en discutera en famille et on verra. Ok, cool. Là tu es toujours avec Lyon. Le contrat, c'est jusqu'à quand? Juin, Ah ouais, ok. jusqu'à juin. Ok, ok. Ouais, jusqu'à juin. Donc, ça va arriver vite. Ouais. Nice, ok. Donc, tu es dans une période où peut-être il y aura d'autres opportunités qui vont venir. Oui. Bah, en fait, tout va dépendre de mon corps, en fait. Tout va dépendre de mon corps, dans le sens où, ben, là, c'est encore un peu trop tôt pour se projeter. Comme je disais, on ne peut pas faire de planification sur une blessure, sur la blessure que j'ai eue. C'est vraiment au jour le jour. On fait un point tous les vendredis pour la semaine suivante. Donc, s'il y a une décision à prendre, elle va intervenir tard, peut-être au mois de juin, peut-être au mois de juillet. Donc, ça va être, ouais, ça va être assez tard. Donc, on verra bien ce qui se passera d'ici là. Ok. Tiens, j'ai plein de petites questions à te poser. Et franchement, j'ai l'impression on peut parler pendant 1 heure de plus, mais j'ai envie de respecter le temps qu'on avait dit. Je t'ai vu dans un Ray Lewis jersey. Tu suis un peu de foot US ou Oui, ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, je suis pas un grand spécialiste parce que j'ai encore des fois du mal avec les règles, mais j'aime beaucoup. Voilà. Je sais que moi, avant les matchs, pour un peu me mettre un peu j'appelle ça dans la zone pour être focus, j'aime bien regarder une vidéo sur YouTube de Ray Lewis Ah, yeah. où on voit toute sa détermination. Et ça me met à chaque fois en transe. Ouais, pardon, j'ai peut-être pas expliqué pour des gens qui connaissent pas, mais Ray Lewis, c'était un linebacker. Si vous avez écouté nos chers écouteurs de nos autres épisodes, c'est comme Philippe Gardon et Richard Tardit, c'est la même position. C'est le gars qui va détruire tout. C'est le plaqueur fou. Et Ray Lewis, franchement, c'était le meilleur d'un décennie, peut-être plus, quoi. Il vraiment un super joueur avec une mentalité de fou, un vrai capitaine et un vrai leader. Et j'aimerais bien parler de ton leadership et ton expérience là-dedans, mais je pense que ça va être pour un autre moment. Juste pour fermer le chapitre sur Lyon, par exemple, est-ce que c'était parce qu'il y avait Pierre Mignoni que tu connaissais déjà? Oh oui, oui. En toute honnêteté, s'il n'y avait pas Pierre, je ne serais pas allé à Lyon, ça c'est sûr et certain. Pierre, je l'avais eu comme entraîneur à Toulon, donc je connaissais, il me connaissait. On est deux gros caractères. On se connaît par cœur tous les deux. Il sait comment me prendre. Je sais comment moi, on va dire, je sais ce qu'il attend. En tout cas, je sais ce qu'il attend. Donc forcément, oui, ça a été un choix qui forcément a fait la différence. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il est toujours un peu fâché, en fait. Ou est-ce que c'est tous les coachs? Non. C'est vrai que Pierre, il est souvent, il est tendu, comment dire. Il est tendu. Mais c'est quelqu'un qui vit les choses. Oui, Qui vit les choses, quoi. Qui vit vraiment, c'est quelqu'un qui vit les choses. Tu vois, par exemple, petite parenthèse, quand tu vois, j'avais su, il y avait une photo qui avait circulé de moi dans mon maillot trop petit de New York
totalement hors de forme, où bah, forcément, ben, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'était moqué de moi, tout le monde on appelle ça un body shaming, voilà. Mhm. Et mais moi, j'ai pris ça avec le recul en me disant, OK, aujourd'hui, vous allez rigoler, on verra après. Pierre, à ce moment-là, m'a appelé, mais il était même plus énervé que moi, quoi. Mais il m'a pas appelé pour m'engueuler, enfin, si, un peu quand même. Mais, mais il avait plus la rage, ça lui faisait plus mal à lui qu'à moi, quoi. En disant, enfin, on va éviter les gros mots, mais c'était plus du style, ouais, laisse-les se moquer de toi, t'inquiète pas, tu vas revenir, et t'inquiète pas, on va leur montrer que, voilà, ils vont regretter. Et Pierre, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. En Même là, gros, sur mes grosses blessures, il m'a jamais dit, bon, écoute, ça va être compliqué. Là, ça a toujours été, on va dire, motivant. Des fois, un peu trop. Des fois, un peu trop. bah, ce que j'entends là, c'est que tout le monde doit avoir un Pierre Mignoni dans leur camp, quoi, parce que c'est un bon personne d'avoir derrière soi. Oui, 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 parce que c'est un peu comme Bernard. C'est des personnes qui sont franches, qui sont entières. Et en gros, c'est aussi simple. Si elle t'apprécie pas, même pas, elle te calcule, quoi. Même pas, elle s'intéresse à toi ou quoi que ce soit. Par contre, si elles ont confiance en toi, si elles t'apprécient, elles vont tout te donner et tout faire, justement, pour que tu t'épanouisses. Et en tout cas, moi, Bernard et Pierre, ils ont été très bienveillants dans ce sens-là. Moi, tout au long de ma carrière, ils ont pris le temps de me connaître, de m'apprivoiser, euh, de, de se rendre compte que j'étais pas seulement juste un joueur, quoi, que fallait apprendre à connaître aussi l'homme, et que ben forcément j'avais des moments aussi des fois de doute, de faiblesse, et d'essayer de m'aider au mieux, et ça ils l'ont fait, et c'est pour ça que j'ai pu faire la carrière que j'ai faite. Ils ont vu l'homme que tu es. Et je pense que, d'ailleurs, je voulais te prendre un petit moment pour te remercier, parce que là, récemment, tu étais sur Canal+, et tu as parlé de la dépression dans ce monde de rugby. Et tout simplement, juste te dire merci, parce que je pense que c'est très important. Et je pense, comme je disais sur mon autre pod, j'essaie de parler un peu de la santé mentale, de dire, bah, moi aussi, j'ai allé au psychologue. C'est important de prendre soin de nous, que les mecs se rendent compte qu'on a droit de se prendre soin de soi-même aussi. Et parfois, il y a une espèce de soit un homme fort, mais en fait, un homme fort, bah, il connaît ses limites. Ouais, ouais, mais c'est vrai que la dépression dans le rugby et même dans le sport en général, c'est quelque chose, pas, je dirais pas de tabou, mais on n'en parle pas, quoi. On n'en parle pas, on le met un peu de côté. On dit souvent que on associe ça à des phases. Voilà, on met pas de mots, on dit juste c'est une phase. Oh, il a un coup de moins bien. Oh, il est pas en forme. Oh, il est un peu en dedans. Et non, en fait, c'est un mot. Alors, c'est pas tout le temps le cas. Des fois, ça se oui, c'est la dépression. Et le fait que, en plus, dans un sport comme le rugby, on doit toujours être au top, où il y a beaucoup de virilité entre nous, à se comparer, qui tape le plus fort, qui plaque le plus fort, qui pousse le plus des faiblesses, il faut pas en montrer. Il faut pas en montrer. Je parle plus avant, c'était limite mal vu. C'était Hmm. limite mal vu on va dire, de montrer ses sentiments. Ça, oui, ça traduisait une faiblesse. Et les entraîneurs, ils veulent pas de faibles dans leur équipe. Donc, ça a été difficile à faire accepter. Ouais. Et comment est-ce que pour toi, tu t'es rendu compte que, je trouve que tu es un homme d'un grande sensibilité, et comment est-ce que tu t'es rendu compte que, en fait, c'était un atout? Bah, c'est en discutant, c'est en parlant un peu avec une personne qui me suit, Mariam Selmi, qui s'occupe aussi de beaucoup de sportifs, d'athlètes olympiques. Euh,
en fait, ce que je me suis dit, c'est que bah, ça fait partie de toi. Ça fait partie de toi. Alors, au lieu de le mettre au placard comme quelque chose de honteux, il faut que tu déjà t'apprennes à le gérer. Parce que la dépression, c'est pas juste, ça arrive une fois et hop, ça part. Il peut y avoir plusieurs épisodes où des fois, tu penses qu'elle est partie, elle est toujours là. Donc, il faut savoir le gérer et avec ça, il faut apprendre à se connaître, à se dire, oh, là, ça va pas, et surtout en parler. Il faut Oui, savoir en parler. c'est ça. Et ça, je pense, le combat le plus difficile qu'il y ait en ce moment, c'est en parler. Il y a très peu de personnes qui en parlent, euh, déjà à leurs proches, alors en parler librement à son entraîneur ou sur un plateau télé, c'est encore plus difficile. Mais et moi, en fait, en parlant de ça dans différents articles ou même sur un plateau télé, c'est pour montrer que voilà, c'est bon, ça fait partie de. Enfin, c'est pas comment dire, c'est pas quelque chose de tabou, de honteux, de passer par ces épisodes-là. Donc, vous avez entendu ça, nos chers écouteurs. Donc, si vous allez peut-être un peu mal, si vous avez besoin, il faut parler avec quelqu'un. Sinon, Mathieu Bastureau et moi-même, nous allons venir et vous plaquer. Euh, c'est peut-être solution. Écoute, juste 2, 3 dernières questions. En 2015, tu as sorti un autobiographie qui s'appelait Tête haute, confession d'un enfant terrible du rugby. Et c'est marrant parce que c'est un terme que je connaissais pas très bien, donc il fallait que je regarde qu'est-ce que c'est, un enfant terrible. Mais il me semble que c'est un terme Est-ce que ça te correspond toujours aujourd'hui? Ou si tu fais un autre livre, est-ce que tu auras plutôt un autre titre? Ah non, 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 là, je pense que c'est le. Non, j'étais pas fort, franchement, pour ce titre-là. Ah, ok. Tête haute, oui. C'est moi qui l'ai voulu parce que pour moi, il est important de garder toujours la tête haute, malgré les épreuves qu'on peut avoir. C'est garder la tête haute, être fier de son parcours. Après, Enfant terrible, je pense que c'est plus un titre d'accroche. Hmm. Voilà, parce que je pense qu'à cette époque-là, surtout, on a voulu me coller une image de, comment dire, de mec, on va dire, ingérable, difficile ou autre, qui était, qui était fausse, qui Voilà. était clairement fausse. Voilà, qui était fausse. J'ai jamais eu de problème avec on va dire, de graves problèmes, on va dire, avec un entraîneur ou des joueurs ou quoi que ce soit. Voilà. Alors tout n'a pas été rose, ça c'est clair. Et et je pense aussi le fait que j'ai toujours exprimé ce que je ressentais ou ce que je pensais. C'est clair que ça n'a pas plu à des personnes, surtout à cette période-là, parce que c'était un peu, ouais, c'était un peu neuf à cette époque-là. Et je pense que voilà, mais sinon, Confession d'un enfant terrible, ouais, c'était plus pour l'accroche. Ouais, je me posais la question parce que je me dis, tiens, ça matchait pas avec ce que je connais de toi juste en Ouais, suivant, tu vois. Et je me disais, ah tiens, c'est ouais. bizarre. Donc c'est pour ça que je voulais poser la question. Au cas où, si tu vas écrire un autre livre, j'ai un petit titre peut-être pour toi. C'est The Man Who Wears His Heart on His Sleeve. C'est l'idée d'un homme qui montre ses émotions d'une manière très ouverte et très honnête. Et je te remercie pour ça. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ouais. Allez, dernier petit truc pour finir. 2 dernières. Les femmes, tu penses ils vont gagner ce 6 nations? Oui. Après, là, c'est pareil. Pour le Six Nations des femmes, c'est souvent, ça se joue souvent, hein, ou même quasiment tout le temps contre l'Angleterre. Donc là, elles sont bien parties. C'est vrai que ça n'a pas été simple, là. Elles ont eu des matchs un peu compliqués où elles se font un peu accrocher, où leur rugby est pas totalement posé. Mais là, elles ont le Pays de Galles, là, Mhm, ce week-end, je crois. mhm. Elles ont je pense qu'elles ont largement le potentiel
on va dire, reprendre un peu plus de confiance. Et je crois que c'est l'Angleterre en dernier, je suis Oui, pas c'est sûr, ça. Ouais. pour pouvoir justement viser une finale contre les Anglaises, qui par contre, elles ont l'air déjà très prêtes. Donc après, je leur souhaite bonne chance, mais de toute façon, ça va se jouer entre ces deux équipes. Ouais. Ouais, c'est ça. Écoute, dernière question. En fait, je t'envoie là à l'instant un photo. Et c'est un photo de mon coéquipier, un de mes coéquipiers sur le pack de potes. Il s'appelle Charlie Bayer, et qui joue à CBB. Et la question, en fait, c'est qu'est-ce que tu penses de ces dreads? Est-ce que tu valides? Ouais, je valide. Je valide. Ouais, j'aime beaucoup. Il va J'aime être beaucoup, content. ça va. Les dreads sont validés. Ouais. T'as entendu ça, mon Charlie? Il va être très content. Écoute, franchement, Mathieu, un vrai plaisir de passer ce temps avec toi. Je te remercie d'être un exemple sur le terrain, mais aussi en dehors. Et je sais qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup en fait, ce qui est intérieur de nous. Et je te remercie d'être si ouverte, parce que moi, personnellement, je crois que c'est important que nous, en tant qu'hommes, on soit capable d'avoir ce type de discussion aussi. Bah, merci, le plaisir était partagé en tout cas. Et ouais, je pense que c'est important de parler librement, quoi. De parler librement, sans langue de bois, de dire ce qu'est la réalité, en fait. De dire ce qui est la réalité, parce que maintenant, dans une période où, on va dire, les réseaux sociaux, Internet est à la mode, ou tout ce qui est, on va dire, le paraître, il est important de dire des choses réelles et de transmettre des choses vraiment qui parlent aux gens. Voilà. Voilà, bah parfait. Bon, on va finir là. Et bon, quand tu veux, tu reviens quand tu veux chez Pack de Pack. Avec plaisir. Merci mon ticket pour la dédicace, ça me fait plaisir. J'ai mes dreads validés par le Basta Rocket en personne. Ça fait très plaisir. C'est super beau. Je trouve que c'est marrant que tu lui aies fait remarquer que peut-être le titre de son livre ne marchait plus aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il dégage plutôt une sérénité et un calme. Hein. C'est pas du tout le turbulent qu'on a voulu décrire à un moment. Et oui, je trouve sa parole très posée. C'est assez amusant comme tu fais bien de lui rappeler que c'est bien d'en parler. Mais comme dans le sport d'aujourd'hui, on parle de plus en plus de self-care, en fait, enfin de santé mentale. Il y a aussi eu là, je sais pas si tu as suivi pendant les JO ou pendant, enfin il y a pas mal de dans le tennis féminin ou dans la gymnastique artistique, on commence à sortir un peu on parle du fait que être exposé sans arrêt et d'avoir ses performances épiées, analysées, décomptées, d'avoir son physique observé, commenté sans arrêt, c'est pas quelque chose qui est facile à supporter au quotidien, et c'est bien que Mathieu Bastareaud en ait parlé comme ça. Je trouvais ça vraiment très cool. Ouais. En plus évidemment de son parcours formidable qui était très intéressant. Comme tu dis, vraiment quelqu'un d'attachant, vraiment quelqu'un de bien, on le sent tout de suite. Et c'est marrant parce que pour être honnête, j'étais assez stressé au début, et en plus j'avais un petit problème. Oui, j'allais te dire, les 10 premières minutes, c'était trop mignon, on dirait que tu avais du mal à articuler tes questions. Oui, parce qu'en fait, j'avais un petit problème de microphone, genre les 2 minutes avant qu'il arrivait et tout. Donc, mais en fait, c'est quelqu'un qui m'a mis à l'aise aussi très rapidement, juste par sa façon d'être. Donc voilà. Donc, je lui remercie énormément d'être passé chez nous à Pack de Pod. Merci encore à Seb aussi de ORC et Linel Canadel. Allez d'ailleurs chercher sur Facebook Recycling Rugby. Hein, c'est un super initiative. On a déjà parlé sur l'émission. Donc, merci à ces deux personnes qui ont pu mettre en place ce moment ensemble avec un grand joueur et un grand homme aussi. Comme je disais à la fin, en fait, j'avais pas envie de passer plein de temps avec lui parce qu'il y avait, je pense que j'avais 5 pages de questions et j'ai bien sûr pas tout posé, mais vraiment quelqu'un de super intéressant. Et moi, si je peux me permettre mon ticket, je voulais juste faire une petite dédicace. J'ai une petite pensée pour Élise Campion, voilà, une pote qui est joueuse du rugby aussi, et quand elle était à Créteil, elle a coaché un certain Mathieu Bastareaud aussi, donc c'était l'occasion de lui passer le bonjour. Ouais, bah écoute, c'est quelqu'un que vraiment on souhaite le meilleur par la suite, et c'était aux anges en sortant de son rendez-vous, c'était aux anges pendant une belle journée, donc c'était vraiment chouette.
Allez, on tourne vers les Six Nations féminines. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, avec plaisir, mon ticket. En plus, ça s'annonce très très bien. Allez, ce match démarre à Cardiff avec un joli échange des hymnes nationaux. Ils ont l'air contents, les Gallois, ce vendredi soir avec une bière dans la main. Pour l'équipe de France, on voit le retour de Socha et aussi Boujard qui a passé sur l'émission ici Pack de Potes, qui revient aussi en elle. Donc l'arbitre, c'est une femme qui s'appelle Maggie Google Orr, qui est très difficile à prononcer dans n'importe quelle langue. Nous, les Bleus, on est mieux sapés quand même dans notre joli maillot bleu. Le match démarre, on mêlé, on est bon, on touche, on est bon, on est molle, on est bon. Et on est sur leur 5 mètres à 5 minutes, mais en avant. Peut-être ça va pas être si facile. Ah, oublie ce que j'ai dit. Parce que Sansou, elle suit tout le monde et elle marque son essai de 9, 7-0. Sansou est partout. On squatte dans les 10 mètres de l'équipe rouge pendant longtemps avant que le numéro 10, Trémaillère, passe au pied à Boujard. 14-0. Elle a vraiment l'air contente, Boujard, d'être retour sur le terrain. Les rouges jouent un peu, mais ils n'arrivent pas à sortir de leur camp. Ils sont assez frustrés et donc ça chauffe un petit peu. Mais Chloé Jacquet, elle calme tout avec avec Sansou, un essai de 50 mètres. 19-0. Un super relance de nos bleus, mais c'est raté à la fin. Mais pas grave, car Sansou fait son Sansou, ça veut dire qu'elle est super aware et super réaliste et elle chope le ballon en sortant d'un mêlée rouge à 5 mètres et bing, 7 points de plus, 26-0. Le 6, Henry est très jongeant, Ménagère aussi, Philopan aussi, et voilà, c'est mi-temps. Est-ce que ça va durer, cette bonne avance qu'on a? La semaine dernière, la France a perdu quand même le deuxième mi-temps. On joue beaucoup au coup de pied de début de deuxième mi-temps. Le rouge 9 galope un peu, mais on chope le ballon, merci à Ménagère. On perd des ballons, on touche, mais on gagne les ballons en mêlée. Foll chope le ballon et fait un joli balade de 30 mètres avant d'être plaqué par 4 rouges. Pas grand-chose pour le moment, donc j'ai le temps de me chercher une petite binouse. Je reviens et bing, Jessie Trémaillère jogue facilement à travers la défense des rouges. 33-0. J'aime beaucoup ce match, les rouges un peu moins. Les rouges gagnent leur première mêlée à 64 minutes. Les rouges sont toujours bloqués chez elles. Finalement, ils sont chez nous dans les temps additionnels. Est-ce qu'on va les laisser marquer? Eh oui, pas en petits cheveux. Le match finit 33-5. C'était un très beau match, gagné avec la manière. Nos bleus sont, depuis ce début de tournoi, très à l'aise. Elles font plaisir à voir jouer. Et surtout, comme disait d'ailleurs Mathieu Bastaro dans ton interview, c'est en effet à chaque fois contre les Anglaises que se joue vraiment ce tournoi. Et donc, on part dans les meilleures conditions. Ouais. Pour affronter nos meilleurs ennemis la semaine prochaine. Exactement, c'est ça. C'est marrant parce que Gaël Hermé a commencé à parler aussi après le match. Quelque chose quand même. Laure Sansou a fait un sacré Six Nations parce que ça fait le 3e doublé qu'elle a fait en 4 matchs. Donc bravo pour elle. Ah ouais, en attendant le doublé de la semaine prochaine. Voilà, c'est exactement ça. Écoute, en fait, pour les autres matchs de cette semaine, en fait, il y avait 33-5 pour nous contre Pays de Galles. Italie a battu l'Écosse 20-13 et l'Angleterre finit 69-0 contre Irlande. Oui. Je pense que ça fait quand même un peu mal. Ouais, elles vont, c'est clairement l'ogre. Hein. Elles vont être dures il va falloir du cœur la semaine prochaine pour les contrer en défense. Ça va être. C'est un beau défi. Ça va être un beau défi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est clair que ils sont très très puissants devant. En fait, j'avais regardé le replay de ce match. En fait, c'était que 10-0 à la mi-temps, mais ils avaient marqué 2 essais avec 2 grosses mauls. Ils ont simplement juste marché sur les Irlandais. Je pense que ça leur a beaucoup fatigué. Donc, je pense que ça va être intéressant pour la semaine prochaine de voir est-ce qu'on peut faire face à un pack si grand comme ça. Quelques petits stats. Le moins qu'ils ont marqué l'Angleterre dans ce Nations, c'est 57 points. Et en fait, l'opposition a marqué 2 essais contre eux en 4 matchs. L'équipe de France, on les connaît bien, mais l'équipe d'Angleterre, on connaît un peu moins. Voici quelques noms qui sont intéressants à peut-être garder dans la tête. Lark Davies, Lydia Thompson, ils ont déjà marqué 5 essais chacun. Marley Packer aussi, Papy Clial, qui est là depuis très longtemps. J'ai noté aussi dans le plus de mètres faits. Tu vois, il y en a 10 joueuses avec les plus de mètres faits courus dans les matchs. En fait, 7 de ces 10 sont anglaises. sont anglaises. Donc, ça veut dire qu'ils courent pas mal quand même. Donc
Donc si on pense à les derniers matchs, c'était il n'y a pas longtemps, l'année dernière, c'était 10-6 qu'on a perdu contre eux dans un match qui était très dur, mais on était là jusqu'à la fin. Après, ils avaient gagné 19-13 à Pau en 2020, les Anglais, et notre dernière victoire, en fait, c'est en 2018, on les a battus 18-17. 2018, absolument, c'est la dernière fois qu'on a battu les Anglaises, et c'était aussi à l'occasion notre dernier grand chelem avec l'équipe de France. Donc voilà, en espérant qu'on a un autre grand chelem cette année, ça serait sympa de faire le doublé homme-femme, ça va être vraiment chouette. Apparemment à Bayonne, il y a pas mal de spectateurs qui seront là, parce que déjà c'est sold out, comme on dit, avec 10 600 spectateurs pour le match, donc je pense que ça va être vraiment chouette. Il risque d'y avoir de l'ambiance, ouais, surtout dans le sud-ouest. Ouais, donc on souhaite toute la chance pour notre fille. Allez les Bleus. Il y aura du monde, il y aura de l'ambiance, et il y aura, je pense, une victoire bleue. Allez les Bleus, un grand chelem. Et encore une fois, mon petit ticket, merci pour cet épisode. C'est super d'avoir eu un grand nom comme ça. Et pour ceux parmi nos écouteurs qui sont venus attirés par l'interview de Mathieu Bastaro, sachez que ce n'est pas la seule personnalité du rugby qu'on a eu la chance d'interviewer. Et je vous invite à aller sur notre site, d'aller sur nos réseaux sociaux, d'aller sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, où vous trouverez un accès aux autres épisodes, aux autres interviews et à pas mal de choses. On attend vos retours et vos commentaires. Exactement. Merci mon Charlie, merci à Mathieu Bastaro et à très bientôt tout le monde. À très bientôt. Allez les Bleus.